Bienvenue dans cette vidéo sur le thème de faire la guerre, faire la paix, formes de conflit et de modes de résolution, donc programme de HGGSP terminal. Nous restons sur l'axe 2, le défi de la construction de la paix, avec un troisième et dernier cours, faire la paix par la sécurité collective depuis 1991. Comment assurer la paix entre les nations dans un monde éclaté et marqué par de nouvelles conflictualités? Alors tout d'abord, dans les années 1990, nous allons voir le renouveau du système de sécurité collective avec, dans un premier temps, quant à une ONU plus active. Avec la fin de la guerre froide, le fonctionnement du Conseil de sécurité n'est plus bloqué par l'opposition des grandes puissances, les États-Unis et l'Union soviétique qui utilisaient leur veto pour bloquer les interventions onusiennes. L'ONU retrouve donc des capacités d'action dans l'application du droit international, et cela se traduit dès 1990 avec la guerre du Golfe en 1990-91. Une coalition internationale menée par les États-Unis intervient sous mandat de l'ONU contre l'Irak qui avait envahi le Koweït et à la suite de plusieurs résolutions du Conseil de sécurité. Dans les années 1990, les opérations de maintien de la paix se multiplient et s'élargissent. Les casques bleus interviennent désormais sur tous les continents, en Afrique, en Asie, par exemple au Timor oriental en 1999, au Moyen-Orient comme en Europe. L'ONU se charge parfois de l'administration provisoire d'États en faillite, comme Haïti de 1993 à 1996. Elle s'occupe donc du maintien de la paix, mais aussi de la construction de la paix, avec l'établissement d'une paix durable, l'organisation d'élections, le rétablissement de la démocratie. Deuxième partie, les limites et les échecs du système. Le renouveau de l'ONU dans les années 1990 n'a pas pu empêcher les guerres ni de nouveaux génocides. Au Rwanda, par exemple, la présence des casques bleus n'empêche pas le génocide des Tutsis par le gouvernement Hutu en 1994-1995. Elle ne peut empêcher non plus les guerres en ex-Yougoslavie entre 1991 et 1999. Les casques bleus envoyés en Bosnie échouent ainsi à protéger les populations civiles bosniaques, notamment lors du massacre de Srebrenica en 1995. L'ONU a recours à des forces armées extérieures. Ces interventions, comme celle de l'OTAN au Kosovo en 1999, révèlent les limites de sa capacité d'action et sa dépendance à l'égard des grandes puissances, seules à même de mobiliser une armée efficace. L'ONU tente d'imposer à partir de 1994 un droit d'ingérence. Kofi Annan, secrétaire général de l'ONU de 1997 à 2006, défend ainsi la notion de responsabilité de protéger, au nom des peuples et des droits de l'homme. Si un État n'est pas en mesure d'assurer la sécurité de sa population, il revient à la communauté internationale de le faire. Mais cette notion se heurte au principe de souveraineté des États, inscrit dans la Charte de 1945. Alors grand 2, l'ONU face à de nouveaux défis depuis les années 2000. Tout d'abord, l'ONU face à la multiplication des guerres irrégulières et à l'unilatéralisme. Le 11 septembre 2001, les attentats commis aux États-Unis par l'organisation terroriste islamiste Al-Qaïda fait prendre conscience de l'ampleur du risque terroriste. Face à cette menace transnationale, l'ONU manque de moyens d'action. De la même façon, la multiplication des guerres intra-étatiques, comme celle de l'ex-Yougoslavie, échappe à la logique de l'ONU, fondée sur une conception classique des relations internationales, celle des relations entre les États. La paix est aussi mise en péril par la politique interventionniste et unilatérale, c'est-à-dire sans concertation internationale, des États-Unis. Après les attentats du 11 septembre 2001, les États-Unis se lancent en effet dans une guerre qui remet en cause l'idée de sécurité collective. Leur intervention militaire en Irak en 2003, menée sans accord du Conseil de sécurité et contre l'avis de certains de ses alliés, dont la France, révèle l'impuissance de l'ONU face à l'unilatéralisme américain. Petit b, de nouvelles guerres froides entre guillemets et de nouveaux blocages.
Depuis les années 2010, et notamment la guerre en Syrie à partir de 2011, on voit se dessiner une nouvelle opposition entre les grandes puissances qui se traduit dans un nouveau blocage de l'ONU. En effet, ce conflit, donc la guerre en Syrie, a été marqué par l'impuissance de l'ONU à empêcher les atteintes aux civils du fait de l'intervention directe de la Russie pour soutenir le gouvernement syrien et de son opposition à toute intervention onusienne au Conseil de sécurité au nom de la défense de la souveraineté de la Syrie. Cette opposition de la Russie à une ingérence entre guillemets de l'ONU est systématiquement soutenue par la Chine, ce qui dessine une nouvelle opposition des membres du Conseil de sécurité. Pour certains observateurs, cette opposition s'apparente à une nouvelle guerre froide, entre guillemets, entre un bloc démocratique occidental, qui serait représenté donc par les États-Unis, la France et le Royaume-Uni, et un bloc constitué des régimes autoritaires avec la Russie et la Chine. La guerre en Ukraine, depuis février 2022, confirme cette opposition au sein du Conseil de sécurité et le blocage de l'ONU pour trouver une solution pacifique à ce conflit. Dernier point, réformer l'ONU, une nécessité. L'ONU est la seule organisation internationale universelle. Elle regroupe la quasi-totalité des États du monde, 193 États sur 197, ce qui lui donne une place centrale dans les relations internationales et la capacité à promouvoir un ordre international fondé sur la paix, conformément à sa vocation première. L'ONU dépend cependant de la volonté des États et particulièrement des grandes puissances. Sa capacité d'action est contrainte par l'obligation de respecter la souveraineté des États. Elle reste par ailleurs toujours dépendante de l'accord des membres permanents du Conseil de sécurité, donc États-Unis, Russie, Royaume-Uni, France et Chine, leur droit de veto pouvant bloquer toute initiative importante. La réforme du système onusien paraît donc indispensable. Elle n'a pas pu aboutir à ce jour, car le fait que l'ONU devienne une organisation supranationale suppose un abandon de souveraineté des États. Certains pensent aussi qu'il faudrait élargir le Conseil de sécurité à de nouveaux États, comme l'Inde ou le Brésil. Dans les deux cas, cela nécessite que les membres du Conseil de sécurité renoncent à une partie de leur puissance pour une authentique gouvernance mondiale. En conclusion de cet axe 2, pour le philosophe Spinoza, la paix n'est pas l'absence de guerre, c'est une vertu, un état d'esprit, une volonté de bienveillance, de confiance ou de justice. Cette citation peut illustrer la philosophie, les efforts depuis le XVIIe siècle et la paix de Westphalie, pour trouver des solutions durables et diplomatiques à la suite des différents conflits qui ont secoué l'Europe et le monde. D'abord pensée comme le résultat de l'équilibre des puissances, la paix est depuis la Première Guerre mondiale considérée comme un bien commun, sous l'expression sécurité collective, qui doit être garanti par des règles qui s'imposent aux États, avec l'exemple de la SDN puis de l'ONU. Les tensions récentes entre grandes puissances, en particulier États-Unis, Russie et Chine, remettent cependant en cause cette conception avec la menace d'un conflit de grande ampleur.